C'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire que ça va coûter encore moins cher d'acheter des produits chinois. Si on prend ces modèles-là, on peut être très inquiet. Le fait que l'Allemagne nous envoie un message, je change de modèle de croissance. C'est vrai que ce changement est bienvenu. L'euro fort intervient à un moment où de toute façon, l'extérieur ne pouvait pas être un moteur pour la zone euro. Est-ce que l'euro fort ne va pas tuer l'économie européenne ? Avant de commencer cette interview, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter 100% gratuite. Pour ce faire, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo ou sur le lien qui apparaît en haut à droite de l'écran. Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. L'euro s'est considérablement renforcé par rapport au dollar, mais est-ce que ça ne pose pas problème puisque historiquement, un euro fort pèse sur les marchés boursiers européens, leur valorisation et les perspectives de croissance de la zone euro. Nous allons traiter cette question avec notre invité du jour, Christian Parizeau, président d'Ataïa Economics. Mais avant d'engager la discussion avec Christian, rappel rituel. Pour nous soutenir, il suffit de vous abonner, de partager les émissions, de les commenter et de mettre un pouce vers le haut si vous les appréciez. Christian, bonjour. Bonjour. Alors comme je le disais en introduction, on est peut-être en droit de s'inquiéter puisqu'un euro fort est généralement préjudiciable au marché boursier européen, mais surtout à la croissance européenne. Un petit tableau va illustrer tout ça. Il synthétise les effets que peuvent avoir non seulement l'appréciation de l'euro, mais également les droits de douane américains, puisqu'il faut aussi en parler. Donc une appréciation de l'euro de 10% par rapport au dollar, généralement c'est moins 0,45% de PIB sur un an, avec un effet négatif sur 2-3 ans de 0,7%. Une hausse du pétrole, là aussi il faut en parler, même si là c'est moins le sujet, c'est moins 0,25% de PIB sur un an. Et les droits de douane, parce qu'il faut bien y venir, les droits de douane américains, plus 10%, c'est moins 0,30% de PIB pour la zone euro sur un an, moins 0,40 sur 2-3 ans. Donc, l'effet combiné est plutôt sensible. Est-ce que l'euro fort ne va pas tuer l'économie européenne et les perspectives des marchés boursiers européens ? Alors je dirais qu'en théorie oui. Si on prend ces modèles-là, on peut être très inquiet sur la croissance européenne parce que déjà on n'a pas un taux de croissance qui est très élevé. Donc si je vous retire tous ces éléments-là, on est très vite à zéro voire négatif. Donc oui, ça pourrait, je dirais, si on prenait une règle de 3 et si on prend ces modèles, alors ça c'est les milieux de fourchette en plus qu'on a pris dans ce tableau-là. C'est les milieux de fourchette des modèles économétriques de plusieurs modèles. Donc on a fait la moyenne de tous ces modèles pour voir un petit peu l'impact. Et en milieu de fourchette, on va dire, ce que nous disent les modèles, c'est qu'il y a un vrai risque de dégradation très violente de l'économie européenne. Alors bon, le fait pétrole sera peut-être un peu minimisé. C'est vrai qu'on a eu quelques peurs quand il y a eu les risques géopolitiques. Ça s'est pas concrétisé heureusement et on n'est pas dans cette situation-là. Mais par contre, l'appréciation de l'euro, c'est quelque chose de visible. Et aujourd'hui, le risque de droits de douane, c'est quand même quelque chose qui est là. Donc, on a quand même ces facteurs-là négatifs sur la croissance européenne qui peuvent faire un peu dérailler nos scénarios sur l'Europe, parce qu'on est toujours dans l'image d'une croissance européenne pas très dynamique, mais qui résiste. Donc, il y a quand même ces éléments-là à prendre en compte. D'autant plus que si on prend dans le détail ce qu'a fait l'euro depuis le début de l'année, l'euro s'est apprécié face au dollar, mais il s'est aussi apprécié face à la devise chinoise. C'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire que ça va coûter encore moins cher d'acheter des produits chinois et ça c'est quand même une grosse pression pour nos industriels européens. La Chine était déjà un concurrent important, mais si en plus qui est très compétitif, qui avait montré qu'il pouvait avoir des avancées technologiques dans certains secteurs, notamment l'automobile, mais si en plus vous lui donnez un effet change positif, c'est quand même des choses qui sont assez négatives pour la croissance européenne. Donc ça, je dirais que c'est un peu ce que nous disent les modèles.
modèle et ce qui est un peu le warning qui nous est envoyé par rapport au mouvement qu'on a eu au début d'année. Alors, ceci dit, il faut quand même modérer parce qu'on sent qu'il y a quand même des choses qui se passent en Europe. On voit que les marchés n'ont pas surréagi face à cette apparition de l'euro, donc c'est qu'il se passe bien quelque chose, c'est qu'on a bien l'impression que ça va pas agir comme à l'ordinaire, qu'il y a quand même des éléments qui font qu'on va pas avoir ce mouvement-là sur l'Europe et sur la croissance européenne. Et le principal élément, ça vient de l'Allemagne. C'est ce que la politique économique que mène l'Allemagne, mais je dirais c'est surtout le fait que l'Allemagne nous envoie un message: je change de modèle de croissance. Et c'est vrai que ce changement est bienvenu. Pourquoi il est bienvenu? Parce que finalement l'euro fort intervient à un moment où de toute façon l'extérieur ne pouvait pas être un moteur pour la zone euro. C'est-à-dire que ça a été peut-être grave si on était sur une forte croissance du commerce mondial, si on était sur la perception que finalement on perd des parts de marché de croissance mondiale. C'est pas le cas, puisque là, on a certes cette appréciation de l'euro, mais c'était pas un moteur supplémentaire pour la croissance européenne, l'extérieur, parce qu'on voit bien que on est sûrement sur un retournement du commerce mondial. Alors justement, on a un graphique pour illustrer ça, issu de la recherche de S&P Global. Alors, que voit-on? Là, ce sont les commandes à l'export, passées par les directeurs d'achat au niveau mondial, et on voit que ces commandes sont tout de même plutôt en berne, et elles constituent un indicateur avancé généralement de ce que sera le commerce mondial. C'est la courbe orangée là. Donc, si, encore une fois, les choses se vérifient, et les bonnes vieilles habitudes aussi, normalement, on devrait avoir un commerce mondial qui pique plutôt du nez. Oui, parce qu'on a eu un très bon premier trimestre, c'est tout le paradoxe. On a eu un début d'année, même sur le début du deuxième trimestre, on a eu des choses très positives parce que les États-Unis ont constitué des stocks de précaution. C'est-à-dire que avant que M. Trump annonce en début avril ces fameux droits de douane, les entreprises américaines ont constitué des stocks pour échapper à potentiellement ces hausses de droits de douane. Alors, on peut pas tout stocker, naturellement. On sait que Walmart nous a dit que c'était compliqué dans les produits frais, et que s'il y avait des droits de douane sur les produits mexicains, ils étaient obligés d'en tenir compte. Mais dans certains endroits, on a eu des échos, par exemple les brasseurs belges qui ont constitué 2 ans de stock aux États-Unis, 2 ans, qui ont été constitués depuis novembre. Donc, bien avant l'arrivée de M. Trump, on avait commencé à remonter les stocks. Et donc, voilà, il y a certaines sociétés qui ont vraiment constitué des stocks importants quand c'est possible, quand cela est possible, sur le territoire américain. Alors, c'est pas vrai pour tout. C'est pas vrai, par exemple, pour les jouets de Noël. On sait que Walmart devra importer les jouets de Noël, donc tout n'est pas concerné. Mais en tout cas, ce qu'on voit très clairement, c'est que ça crée des à-coups sur les chaînes d'approvisionnement, qu'en fonction des déclarations de Trump, et là on a eu des retours d'enquête sur un même mois, en fonction des déclarations de M. Trump, on a des effets on se dépêche d'acheter ou alors on arrête les achats complètement, ce qui fait des à-coups, et FedEx nous l'a dit, que ça a joué sur ses résultats et que d'un moment ils étaient en surchauffe et de l'autre ils n'avaient plus du tout de commandes. Donc on voit qu'il y a des à-coups comme ça sur les chaînes d'approvisionnement, mais globalement, ces stocks, va bien falloir un jour les consommer. Et quand vous avez des stocks de matières premières, des stocks de produits semi-finis, des stocks intermédiaires, à un moment donné, ça va peser sur le commerce mondial. Donc, quoi qu'il arrive, va falloir un petit peu digérer ça, même s'il y avait des accords commerciaux, même si on retire le risque droit de douane, à un moment donné, une fois qu'on a tout figé, qu'on a enlevé l'incertitude, on revient à quelque chose de normal, mais la première chose qu'on fait, on utilise ces stocks. Alors, d'autant plus qu'on a une enquête qui a réalisée auprès des logisticiens américains qui nous indique que le coût de stockage aujourd'hui est revenu à son point haut qu'on avait observé post-pandémie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça coûte aussi cher de stocker, alors que la demande n'est pas là, que c'est pas un problème de tension sur les chaînes d'approvisionnement. Là, ça coûte très cher aux États-Unis de maintenir des stocks. Donc, vous comprenez bien que lorsque on aura mis de côté l'incertitude sur les droits de douane, qu'on saura à quelle sauce on est mangé, qu'on arbitrera, on ira au niveau des chaînes d'approvisionnement, la première chose que vont faire les industriels américains, c'est un peu baisser leur stock. Donc, le commerce mondial va ralentir. Quoi qu'il arrive, on va être sur une phase de digestion, de ralentissement. Et ça, clairement, c'est pas un moteur de croissance qu'on peut attendre sur la deuxième partie de cette année, voire début d'année prochaine pour l'Europe. L'Europe ne peut pas compter sur le dynamisme du commerce mondial. Et là, on va avoir le contre-coup très clairement. On a vu que la croissance européenne était plutôt une bonne surprise au premier trimestre, mais on va le payer ensuite. On va le payer sur la fin de l'année. Alors, est-ce que ça scelle définitivement le sort des actions européennes? La réponse est clairement non, parce que on le sait, c'est pas nouveau, et bien sûr c'est pour ça
ça qu'elles ont surperformé depuis le début d'année, parce que naturellement, on attend les fameux plans de relance, plans de relance plutôt, des plans de soutien, plans d'investissement militaire, naturellement, au niveau européen, mais aussi le plan allemand d'infrastructure. Et puis, on voit que l'Allemagne a quand même passé une étape importante lorsqu'elle a décidé d'augmenter son salaire minimum. Donc, on est aussi sur une volonté au niveau de l'Allemagne de relancer par la demande intérieure. Et on voit que l'Allemagne a très bien compris qu'aujourd'hui, après plusieurs trimestres de stagnation, que si elle veut de la croissance, elle ne peut compter que sur elle-même. Elle ne peut compter que sur sa demande intérieure. Et ça, c'est un vrai changement dans le discours des politiques allemands et du comportement, parce que je vous laisse imaginer un euro fort, une hausse du salaire minimum, normalement toute l'industrie allemande devrait être dans les bureaux des politiques allemands à leur mettre la pression en disant vous nous menez droit dans le mur. C'est pas le cas, on voit pas ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont très bien compris que c'est pas les marchés extérieurs qui vont véritablement dynamiser leur activité, et il faut qu'ils comptent sur la demande intérieure. Et donc on voit qu'il y a quand même un changement très profond de l'Allemagne. C'est pas du conjoncturel, c'est du structurel. Là, on voit que l'Allemagne tourne la page de la croissance très mercantile de Madame Merkel, une croissance réalisée par le fait qu'on engrange des excédents commerciaux et qu'on finalement on profite de la demande extérieure, mais on voit que cette demande extérieure maintenant on n'ira pas forcément facilement accès aux États-Unis, que en Chine il y a d'autres problèmes internes à la Chine qui font que c'est pas un moteur de croissance comme par le passé, et puis en plus on a une concurrence chinoise qui s'est largement exacerbée. On voit maintenant que la Chine a rattrapé en grande partie son retard sur le fleuron qui était les biens d'investissement allemands. On voit que maintenant la Chine peut s'éproduire au niveau domestique et même un concurrent de l'Allemagne sur les marchés extérieurs. Donc l'Allemagne a vraiment tourné une page et veut relancer son économie par la demande intérieure. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on change notre raisonnement. C'est-à-dire que la force de l'euro, c'est plus un handicap aussi fort. C'est-à-dire que tous les chiffres qu'on a vus des modèles, ils s'appuient sur le passé, sur qu'est-ce qui se passait quand l'Allemagne, qui était très dépendante de l'extérieur, qui n'avait pas de demande intérieure, voyait un retournement du commerce international ou perdait en compétitivité. Là, c'est pas le cas, puisque maintenant, on est sur une Allemagne qui se développe sur ses moteurs internes. Et en plus, lorsque vous voulez stimuler votre croissance domestique, vaut mieux que vous ayez une monnaie forte, parce que vous payez moins cher aux importations. L'Allemagne qui veut maintenant qu'un plan d'investissement d'infrastructure, autant qu'elle paye moins cher ses matériaux de construction, qu'elle ne produit pas au niveau local, ses matières premières. Et donc finalement un euro fort, ça redonne du pouvoir d'achat aux locaux, à la demande intérieure, ça c'est la contrepartie. Et donc finalement un euro fort, quand vous voulez faire une croissance axée sur votre demande intérieure, c'est une bonne chose. Je vous donne juste un exemple. Vous croyez que les États-Unis auraient pu continuer de surperformer comme ils l'ont fait s'ils avaient eu un dollar faible? Le dollar fort a fait partie de la croissance américaine post-Covid. C'est-à-dire que ça a été un élément de soutien à la consommation des ménages américains, qui ont pu consommer moins cher, qui ont pu consommer beaucoup plus américain, mais pas que, ça a profité au reste du monde, mais c'est parce qu'ils avaient un dollar fort aussi. Donc le dollar fort n'a pas du tout handicapé la croissance américaine, donc ça prouve bien qu'il y a bien un chemin de croissance avec un dollar fort. Là, on est en train d'inverser les rôles quelque part, où on a l'Allemagne qui nous dit, maintenant, je ne joue plus sur la demande américaine, elle va peut-être être beaucoup plus difficile d'accès, et je joue sur ma demande intérieure, et donc un euro fort à ce moment-là n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Je dis pas que c'est la panacée, mais c'est pas une mauvaise nouvelle aussi forte qu'on avait par le passé. Et je pense que nos modèles économétriques, avec le temps, vont réduire l'exposition ou la sensibilité de la croissance européenne si véritablement on passe à un modèle de croissance domestique au niveau de l'Allemagne. Alors Christian, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que vous parlez essentiellement de l'Allemagne, mais la question portait sur l'Europe en général. Bon, l'Allemagne, c'est la première économie européenne, dont acte. Néanmoins, est-ce qu'en termes d'allocation, ça n'implique pas de s'exposer principalement aux entreprises d'outre-Rhin? Alors, la réponse est oui, clairement oui. Alors attention, peut-être plus les petites que les grandes. Alors déjà, pourquoi j'ai parlé que de l'Allemagne? Parce que d'une part, c'est plus ça qui focalise notre intérêt. Le sud de l'Europe se porte bien, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Il reste le canard boiteux qui est la France, faut dire comme les choses comme elles sont. Parce que la France, on a un petit problème, c'est qu'on a une politique budgétaire qui va être au mieux neutre, voire restrictive. Alors qu'en Allemagne, on a la politique budgétaire expansionniste avec une politique monétaire expansionniste. Donc on a les deux moteurs qui sont ouverts. La France sera peut-être un petit peu plus compliquée budgétairement, donc on paye un peu le passé, mais voilà, on va dire que
très clairement, faut plutôt aller vers les actifs allemands, vers la bourse allemande qui nous paraît intéressant. Alors, ça veut pas dire que ce que je viens de dire là, c'est nouveau, hein. Très clairement, les marchés m'ont pas attendu. Ils ont clairement joué cette thématique allemande depuis un bon petit moment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas joué totalement sur certains compartiments. On voit notamment, plus globalement, hein, si on prend l'ensemble des valeurs small cap européennes qui sont encore très largement décotées par rapport aux indices globaux. Hein, vous voyez que historiquement, on paye plus cher les small cap que les grandes capitalisations. C'est pas le cas aujourd'hui, hein. On voit que les valeurs small cap sont encore très dépréciées. Alors, elles sont un peu mieux comportées, hein, mais on voit qu'on est encore sur des niveaux assez bas. Et ce qu'il faut bien comprendre, on achète ce compartiment pour principalement 3 raisons. Premièrement, lorsqu'on est dans une phase de détente de politique monétaire, puisqu'on sait que les petites valeurs sont très sensibles au coût de refinancement. Et là, on est quand même dans un environnement où la BCE a quand même bien détendu sa politique monétaire. Elle nous a dit qu'elle irait en dessous du taux neutre, donc elle va vraiment vouloir soutenir l'économie européenne. Et donc ça, c'est plutôt un élément positif pour les petites et moyennes entreprises. Deuxième avantage, c'est que c'est des valeurs qui en général ne dépendent pas de l'extérieur. Elles sont plutôt orientées sur le marché intérieur. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de risque de change. Quand on voit le mouvement du dollar, quand on voit l'instabilité du dollar, quand on voit la difficulté aujourd'hui de savoir dans quel sens va aller le dollar dans les prochains mois, on se dit que c'est quand même un risque qu'on n'est peut-être pas prêt à prendre. Acheter des valeurs américaines, c'était la bonne thématique qui était forcément gagnante il y a encore quelques mois. Mais aujourd'hui, rien qu'avec les effets de change, quand vous êtes un investisseur européen, l'effet de change peut vous manger largement la performance de la bourse américaine. Donc même si vous n'êtes pas noir sur la bourse américaine, l'effet change est de plus en plus un risque à prendre en compte. Alors c'est vrai qu'on l'avait un petit peu oublié, parce qu'on était toujours sur un trend haussier du dollar. Maintenant, on a un risque de change quand on investit. Alors, c'est vrai pour le dollar, c'est vrai. Globalement, si l'euro est fort, si l'euro reste fort, c'est un élément à prendre en compte dans votre investissement. Donc déjà, vous vous repositionnez sur des valeurs plus domestiques. Donc déjà, vous allez peut-être un peu plus sur ces valeurs petites et moyennes entreprises. Et puis, dernière chose, encore une fois, ce sont des valeurs domestiques, vous jouez la thématique Europe. Vous jouez pas la croissance aux États-Unis, mais vous jouez la croissance en Europe. Donc ça dépend si vous êtes positif ou pas. Encore une fois, on n'est plus sûr de la croissance en Allemagne que de la croissance en France. En termes relatifs, on sait que lorsqu'on fait des dépenses publiques, c'est un élément de soutien. On a eu plutôt des bonnes nouvelles. Alors, je regarde juste les instituts de conjoncture allemands. Ils disaient que le plan de relance allemand s'arrête plutôt un effet en 2026. Et là, ils commencent, dans leurs dernières prévisions, les instituts allemands l'ont plutôt mis sur le 4e trimestre de cette année. Donc, ça veut dire que le plan allemand va sûrement se déployer beaucoup plus rapidement. C'est ce que nous a promis le ministre de l'économie allemand. Et a priori, ça va avoir des effets économiques beaucoup plus tôt. Donc ça laisse quand même une belle thématique. Taux bas, dépendance finalement à l'économie allemande et naturellement pas de risque de change. C'est quand même assez positif. Alors il reste un petit point, je l'avoue, assez négatif qui demande en tout cas à être suivi. Je dirais que comme toujours, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que j'ai fait un peu le tour de mes petits camarades stratégistes, économistes. Et là, grosso modo, je crois qu'il y a une sorte de consensus de place qui est vraiment en train de se former, comme quoi les small caps, les petites et moyennes valeurs, sont à surpondérer dans les portefeuilles, particulièrement allemandes. Hein, mais globalement, le secteur small cap européen, et tout le monde est repassé plus ou moins à l'achat. Hein, je ne connais pas véritablement de gens très négatifs sur ce segment-là, sur tout ce que je viens de dire. Donc tout ce que je viens de vous dire n'est pas quelque chose qui est pas dans le marché, qui est déjà connu. Pourtant on l'a vu, hein, ça a un petit peu performé, mais c'est pas exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que les flux qui vont sur ces types d'investissements, les flux qui vont dans les SICAV, dans les fonds qui gèrent les small et mid cap, c'est pas encore exceptionnel. Alors c'est vrai qu'il y a une sorte de traumatisme, faut le reconnaître. Alors je suis le premier à le reconnaître, ça fait des mois, des années qu'on parle du retour des small cap, qu'on a du mal à y croire parce qu'on l'a pas vu, et c'est des marchés de flux, hein, les small caps, c'est des petites valeurs, c'est des petites capitalisations. Si les gens ne mettent pas leur argent dans les fonds dédiés à ces petites valeurs, ça remontera pas. Parce que les investisseurs internationaux, si vous êtes un grand fonds américain, vous n'allez pas investir dans les small caps, vous allez investir dans les grandes capitalisations européennes parce qu'il y a de la liquidité, parce que c'est des choses que vous connaissez vu de loin. Vous pouvez aller plutôt sur des grandes valeurs. Vous pouvez pas rencontrer le chef d'entreprise de la petite valeur qui est au niveau local pour savoir si son entreprise est bonne ou pas. Donc vous êtes
dépendant et donc vous prenez pas un risque small et mid quand vous êtes un fonds international. Donc quand vous avez des fonds américains notamment qui nous disent on va repondérer l'Europe, ils vont pas repondérer les small cap européennes, ils vont repondérer les grandes capitalisations européennes et ils vont aller sur des valeurs qu'ils connaissent. Par contre, nous au niveau local, faut avoir la confiance des épargnants. Donc il faut que les épargnants européens aient confiance dans leur économie, aient confiance dans les petites valeurs et disent à un moment donné, je diversifie mon portefeuille dans ces petites et moyennes valeurs. Donc c'est ça aujourd'hui qui est la clé à mon avis. C'est vrai que depuis quelques mois, ça commence à frémir. Les collectes recommencent à partir à la hausse dans les fonds de small et mid cap. Et donc je pense que c'est ça qui va redémarrer. Donc ça explique peut-être qu'on a eu cette décote, que cette décote persiste alors que tout le monde est positif. On va dire c'est quand même bizarre que tout le monde, il y a l'unanimité mais que ça met du temps à redécoller parce que je pense qu'il y a un problème de collecte, un peu purement de flux. C'est pas un problème de fondamentaux, c'est vraiment un problème de décollecte, de flux. Mais ça veut dire qu'on n'a pas loupé le coche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dès maintenant, si on investit sur ces valeurs-là, on rentre pas trop tard et on rentre pas sur des choses qui sont déjà dans les cours. Parce que justement, ça a mis un peu de temps à se réveiller, ce compartiment-là de marché. Alors, je propose qu'on réaffiche le graphique qui est apparu tout à l'heure. C'est celui, en fait, du ratio des small cap européennes sur les large cap européennes. En fait, c'est le ratio du PE. On a le PE des small cap. Des relatives. Voilà, par rapport au PE des grandes capitalisations. Et on voit en effet que là, on est sur une zone de discount, alors que généralement, les small cap européenne se payait avec une prime assez copieuse. Donc il y a en effet de la place, mais reste le problème des flux et il va falloir tout de même convaincre les investisseurs de revenir sur cette thématique, ce qui n'est pas aussi simple. Mais peut-être qu'en effet, la prise de conscience va se faire peu à peu. Bon, si je synthétise, en tout cas, c'est aujourd'hui l'euro fort n'est pas si dommageable que ça à la croissance européenne parce que l'Allemagne a viré de bord. Elle n'est plus dans le projet mercantiliste des années Merkel. Elle a compris que la croissance mondiale ne serait plus un soutien pour elle, que être compétitif sur les marchés extérieurs était de plus en plus compliqué, notamment du fait de la croissance chinoise. Et puis, on a évidemment la politique de America First déployée par Donald Trump. Ça n'aide pas, donc il faut que la croissance soit principalement domestique, d'où les plans de relance. Et donc, la conclusion, c'est que oui, l'euro fort risque d'être moins négatif pour l'économie européenne qu'il ne l'a été, et qu'il faut jouer principalement les valeurs dont l'activité est domestique, et là en particulier les valeurs allemandes qui vont profiter de toutes les mesures de soutien de la croissance mises en place actuellement. Correctement résumé, avec une précision aussi, c'est que la valorisation des small cap européenne reste très faible, bien qu'elle soit redressée un petit peu, mais on est très très loin en fait des niveaux de valorisation qu'on avait il y a quelques années, tout simplement parce que on n'a pas encore de flux majeur sur cette classe d'actifs. Ce que vous disiez, Christian, c'est que du coup on n'a pas raté le coche, même si ça a un peu monté, en fait il y a encore largement de la place. C'est totalement ça. Christian, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt.